Bon, bah, je peux dire un mot. Donc déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup à Jérôme d'organiser ce deuxième webinaire sur les données. S'il y a besoin, je rappelle que Jérôme, tu es recruté hein, sur le programme Faire Carbone, donc au niveau du projet gouvernance, et tu viens en appui sur tous les aspects données pour le programme. Et donc, un certain nombre d'entre vous impliqués dans les projets connaissent déjà Jérôme qui interagit avec les 16 programmes de Faire Carbone. Donc le premier webinaire, Jérôme, tu avais fait euh, quelque chose de très intéressant et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore écouté ou regardé à aller le retrouver sur le site de Faire Carbone puisque c'était aussi enregistré. Donc tu avais parlé de l'historique hein, sur la gestion des données. Et donc là, ce second webinaire, il est sur le cycle de vie de la donnée, les plans de gestion des données de manière plus concrète. Et donc, tu vas t'appuyer aussi sur des exemples, des choses que tu as pu voir au cours de tes discussions avec les différents projets de Faire Carbone. Donc, je te laisse la parole et je te remercie une nouvelle fois d'organiser ces webinaires qui sont très intéressants et utiles. Merci. Merci Pierre pour ton introduction. À nouveau, je voulais effectivement remercier Patricia Garnier pardon, et Pierre Barré, donc les co-directeurs, co-directrices du PEPR Faire Carbone pour la confiance hein, qu'ils m'accordent, puisque effectivement ces webinaires sont produits par le PEPR Faire Carbone et réalisés par mes soins et avec une grande liberté effectivement dans à la fois le ton, le contenu évidemment, et puis je dirais la tenue tout simplement et l'animation de ces webinaires. Je vous remercie de votre présence. Je vais dérouler une présentation pendant une petite demi-heure. Je vous remercierai de garder vos questions pour la fin. Et effectivement, à nouveau, donc je vais commencer par partager mon écran. Et effectivement, à nouveau, nous allons parler de données. Et cette fois-ci, l'objectif, si j'arrive à mettre ça. Normalement, vous le voyez en plein écran. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc l'objectif, c'est de nouveau de parler de données de manière évidemment générique. L'objectif, hein, c'est de présenter des choses au plus grand nombre avec comme objectif hein, de finalement faire progresser la culture générale sur ces enjeux hein, relatifs aux données, mais pas seulement, aussi parler des bonnes pratiques et puis parler aussi de la science ouverte avec l'ouverture notamment des données, qui est quelque chose d'assez nouveau dans les communautés scientifiques, mais qui a besoin effectivement d'être rappelé, d'être initié et de proposer effectivement des formations un petit peu. C'est un petit peu l'objectif aussi de ces webinaires. Donc, bon, pour tous ceux qui n'étaient pas forcément là lors du premier webinaire, je vais faire un petit rappel très très rapide de quelques éléments que nous avions évoqués la dernière fois, notamment des éléments de définition avec le fait que les données sont d'abord la source d'une approche scientifique, sont des renseignements qui vont servir des causes. Nous avions vu notamment des éléments marquants de cette histoire, avec une histoire longue qui précède évidemment l'arrivée du numérique, avec différentes histoires qui se croisent sur les mathématiques, sur l'apprentissage, sur l'écriture, sur le calcul, etc. On va y revenir un petit peu aujourd'hui, mais j'avais évoqué notamment la dernière fois ce socle qui présente les données comme le socle finalement de quelque chose de plus essentiel pour les sciences, c'est-à-dire des données qui vont être affinées, traitées, analysées pour engendrer de la connaissance, voire de la sagesse, évidemment, si on, si on est optimiste. Et puis, on avait vu, constater en tout cas que ces développements de techniques et de technologies de l'information et de la communication, finalement, étaient aussi concomitants avec des contextes de pouvoir, de régulation et de contrôle dès les premiers temps et les premières civilisations humaines. Et nous y reviendrons sans doute au travers de nos échanges. Ce triptyque du traitement de l'information, de sa circulation, de sa mémorisation nous avait servi à l'époque de fil conducteur.
je vous propose évidemment de le garder en tête et puis de considérer que nous avions vu aussi un certain nombre de constantes dans l'histoire, notamment le fait que nous, êtres humains, nous avions eu cesse dans l'histoire d'inventer et de prolonger nos mains et nos cerveaux avec des outils toujours plus techniques et plus avancés, avec l'idée finalement derrière, c'est de faire plus, de faire plus vite et surtout, et c'est vrai particulièrement de l'information et de la connaissance, de faire faire à des machines. Et ça nous avait amené à finalement traverser un certain nombre de défis qui ont été au cours de l'histoire euh, petit à petit dépassés, avec notamment ici, vous le voyez à gauche, l'arithmétique binaire de Leibniz qui date de 1703 et qui est un premier moyen trouvé pour moyen universel trouvé pour représenter des données. Aussi, il a fallu trouver des moyens adaptés au traitement de ces données avec des moyens mécaniques, électromécaniques, bientôt électroniques avec l'arrivée de l'informatique. Et à droite, vous avez ici un exemple d'un métier à tisser qui fonctionnait pareil, hein, début 19e, fin 18e, avec finalement un programme par le biais de cartes perforées que vous pouvez voir à l'écran et qui technique, hein, technique qui restera d'ailleurs finalement sans concurrence pendant près de 150 ans. Ces défis, c'était aussi ceux de l'innovation en termes de lecture, d'écriture et de transmission de ces données. Et ici, je voudrais faire un autre petit clin d'œil à un autre télégraphe que nous n'avions pas vu la dernière fois, qui est celui de Baudot, français, ingénieur français, et avec notamment l'invention finalement la transcription d'un code binaire pour représenter l'alphabet. C'est l'ancêtre du code ASCII, qui deviendra d'ailleurs plus récemment le code Unicode. Ce fil, nous l'avons suivi, il nous a guidés notamment pour comprendre comment peu à peu ces techniques de représentation d'une part, de mesure, d'automatisation, de communication, de mise en réseau étaient à l'origine de cette science informatique, d'abord, miniaturisée ensuite, et puis fusionner finalement avec le monde des télécommunications pour devenir ce monde numérique qui est aujourd'hui le nôtre. Nous avions conclu par quelques éléments, je dirais, non exhaustifs, des conséquences que tout cela avait sur l'innovation et notamment la recherche scientifique, avec notamment la capacité à produire des données comme jamais auparavant, hein, que ce soit par observation, par simulation, par l'implication de nouveaux acteurs, la capacité à traiter ces données, c'est-à-dire en tirer des connaissances notamment, hein, en se confrontant d'ailleurs à de nouveaux enjeux liés à la qualité, à la validité, à la véracité de ces données. Et puis enfin, nous avions vu, et ça nous intéressera particulièrement dans le troisième webinaire du mois prochain, la capacité que nous avons aujourd'hui à ne pas faire ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire réutiliser finalement des données existantes, des résultats existants, des développements existants. Dans tous les cas, après avoir après avoir développé des techniques pour faire plus, plus vite, voire faire faire à des machines, une autre constante apparaît, c'est celle de faire collectivement. Ça va être vraiment le fil conducteur de ce deuxième webinaire. L'idée majeure, c'est que ces données et ces technologies de l'information sont d'abord des outils pour faire à plusieurs. Et c'est, je crois, le message qu'il faut avoir en tête quand on parle de recherche scientifique. Rien ne se fait tout seul dans son coin. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui ce petit cheminement, notamment donc, en focalisant un petit peu plus, un petit peu plus concrètement à cette gestion de données. Et donc voilà, je me permets le rappel que j'avais déjà fait le mois dernier, pardon, qui est que le numérique ne dématérialise pas. Rien n'est dématérialisé. Et en l'occurrence, ne serait-ce que ce diapositive pèse plus de 180 000 octets s'il n'est pas compressé.
Et donc, voilà, c'est l'unité de mesure dont nous avions parlé la dernière fois. Donc, imaginons bien que tout ça n'est pas anodin et que si vous aviez vécu en 1950, on va refaire un petit tour dans le passé, si vous aviez vécu en 1950 au début de l'informatique, au début des ordinateurs, vous auriez eu besoin de plus de 50 de ces cartes perforées. Les derniers cris de l'époque, hein, les cartes perforées avec 80 colonnes, avec des trous carrés d'IBM, ou alors une partie de cette bande magnétique qui ont remplacé ensuite les cartes perforées à partir des années 60-70. Si nous étions en 1950, vous auriez aussi pu échanger avec les témoins de la démultiplication des besoins en calcul. C'était déjà une affaire collective à l'époque. Vous pouvez le constater à gauche avec les bureaux de computers. C'est des computers humains, évidemment, bureaux des fédéraux américains dès les années 1920, ou encore les machines à résoudre des équations différentielles à droite qui nécessitaient à l'époque plusieurs personnes. En 1950, vous auriez aussi euh, eu besoin d'accéder peut-être à ces machines de calcul et vous auriez à leur confier un opérateur qu'on peut voir ici au centre, en gros le prédécesseur de votre ingénieur informatique. Vous lui auriez confié vos cartes perforées sur lesquelles vous auriez des instructions et des données. Et puis, voilà, cette grande pièce dédiée, elle aurait été remplie alors, par une grande machine, mais petit à petit par une machine spécialisée pour lire les cartes perforées, une autre machine pour effectuer des opérations, une troisième pour imprimer vos résultats. Toujours en 1950, vous auriez travaillé dans une banque ou chez les assurances, les premiers finalement à utiliser de manière un peu plus grande les ordinateurs. Vous auriez pu être le collègue de cette dame qui pose à côté des cartes perforées. Dans les années 70, ces cartes perforées auraient été remplacées par des grandes armoires de bandes magnétiques. Mais voilà. L'idée de cette introduction, c'est de vous dire aussi que finalement, des données, il y en a beaucoup depuis longtemps, que c'est pas nouveau. Et en fait, finalement, c'est intéressé pas simplement aux instructions, au calcul, mais aussi à la gestion de ces données, parce qu'il s'agit effectivement de les gérer, de les rendre accessibles, de les retrouver facilement. Et donc, finalement, au début du XXe siècle, il y a déjà des visionnaires qui se disent qu'il va falloir gérer ces connaissances. On ne parle pas encore de management des connaissances, mais de gestion de ces connaissances. Et vous auriez pu alors discuter avec Paul Hotelet, qui est un érudit belge qui a à l'époque voulu recréer une bibliothèque géante et révolutionner la manière d'accéder à ces connaissances. Et on lui doit d'ailleurs des classifications qui sont encore utilisées dans les bibliothèques. Il est finalement un petit peu l'inspirateur du web dont nous avions parlé au webinaire précédent. En 1950, enfin, terminé sur ce petit voyage dans le passé, vous auriez pu discuter avec Alan Turing. Il est un des pères fondateurs de l'informatique. On l'avait dit à l'époque, enfin, lors du premier webinaire. Il a notamment inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais l'idée n'était pas simplement du coup de gérer de la connaissance, mais aussi finalement de l'utiliser, de la faire utiliser de manière automatique par des machines. Et c'est l'automatisme d'aujourd'hui, la robotique, la domotique, les apprentissages automatiques, tout ce qui est aujourd'hui à à notre disposition, finalement, est tiré de cette histoire, alors que nous ne raconterons pas aujourd'hui, peut-être dans un autre webinaire, mais surtout, il me paraît important de garder en tête que c'est par ce biais-là, en tout cas, que les choses ont été prises à l'époque, qu'il ne s'agissait pas simplement de collecter les données pour des données, mais bien de les traiter et d'en faire quelque chose, et notamment de les laisser de manière automatique à des machines. Alors, vous auriez pu, en discutant avec Turing, parler de quelques illustres mathématiciens qui l'ont précédé. Je pense notamment, bien sûr, on a parlé de Leibniz juste avant, et son code binaire, mais vous auriez pu discuter de George Boole, qui est l'éminent représentant de la logique et qui mit au point une autre algèbre, celle dite booléenne, avec ses portes logiques. Vous auriez pu discuter avec le père ou le fils Markov sur les statistiques et la théorie des algorithmes dont ils sont
des fondateurs, en tout cas des visionnaires, ou encore David Hilbert, que vous voyez au centre, mathématicien encore, qui lui postula du fait que tous les problèmes finalement pouvaient être solvables à travers des enchaînements de raisonnement logique. Et voilà, encore une fois, on se retrouve finalement la théorie des algorithmes au travers de ces penseurs-là. Vous auriez aussi pu discuter avec Norbert Wiener, ici à gauche, qui est un peu le père de la cybernétique, mais finalement, plus concrètement, l'idée que par des langages formels, on était en capacité de faire communiquer un humain avec une machine ou des machines entre machines. Claude Shannon, ici à droite, c'est plus sur la transmission des signaux qu'il a effectivement apporté beaucoup. On lui doit d'ailleurs le terme bit, hein, l'unité de base de mesure des données. Si nous étions en 2050, nous devrions laisser l'opérateur de la machine câbler l'enchaînement des opérations. Vous voyez ici en photo, en fait, choses qui vous rappelleront sans doute les opératrices téléphoniques que nous avions évoquées au début du XXe siècle. Les premiers ordinateurs, en fait, les opérations sont conditionnées effectivement à soit des soudures, soit des câblages pour réaliser un certain nombre d'enchaînements d'opérations. C'est sur ce principe que finalement, depuis le début des machines, on réalisait des opérations. Et un petit clin d'œil ici à Ada Lovelace, elle est aujourd'hui considérée comme la première programmeuse de l'histoire, premier programmeuse de l'histoire, puisque c'est elle qui a défini les successions d'opérations sur la fameuse machine de Babbage, la machine à différence, qui date de 1850 et qui est considérée finalement un petit peu comme le premier ordinateur. En 1950, vous auriez donc été voir votre ingénieur informatique de l'époque et vous aviez à l'époque 15 minutes à la fois pour câbler, pour rentrer les données, pour réaliser les opérations et puis en tirer les résultats. C'est pour ça finalement qu'à l'aube des années 60, on va essayer de gagner du temps. On va construire finalement une histoire nouvelle à partir de ça, avec des programmes qui s'externalisent. Et vous pouvez le voir ici sur la photo de droite. On utilise encore, fin des années 60, voire même début des années 60, encore des cartes perforées pour programmer ces instructions. La chose importante à noter ici, c'est que on dissocie à partir de ce moment-là les données et les instructions logicielles qui vont être utilisées par les machines. On va pour autant pas coder de la même manière une machine ou une autre. Les programmes et les opérations ne sont pas interopérables encore à ce stade. Les mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs qui vont suivre vont être dotés donc de ces programmes machines, mais bien entendu de beaucoup d'autres choses, tous visant à rendre l'ordinateur accessible à tous. C'est l'arrivée des premiers ordinateurs personnels, début des années 80, mais c'est aussi l'idée que la machine n'est plus désormais le seul support comment dire, d'un calcul, mais le support d'un développement beaucoup plus universel. Et encore, c'est les données, c'est le traitement de ces données, bien sûr, mais c'est aussi des codes, des applications, des logiciels et tous les développeurs et développeuses et langages de programmation sont finalement les héritiers de cette histoire-là. C'est pas encore l'interopérabilité, et nous y reviendrons dans le troisième webinaire parce que finalement, il y a encore besoin à ce stade d'un mouvement, notamment du logiciel libre, qui va finalement imprimer une autre manière d'utiliser des ordinateurs de manière beaucoup plus collective. Encore une fois, c'est l'objectif de l'informatique, petit à petit, c'est d'être finalement un outil universel que tout un chacun étant capable de développer, en tout cas d'adapter à son besoin propre. Un petit clin d'œil au premier de ces logiciels, sans doute pas le premier, mais en tout cas l'un des premiers, avec VisiCalc, l'ancêtre des tableurs Excel, que vous chérissez tous, je le sais, qui date de 1979. À noter, hein, dans ses prémices, avec l'arrivée de ces premiers logiciels propriétaires commerciaux et de ces applications numériques formatées,
notamment Visical, qui était destiné aux entreprises. Tout était la même chose à ce moment-là, hein, des documents vierges que l'on créait à façon en fonction de son besoin et qui finalement était finalement une page qu'on allait pouvoir imprimer surtout derrière. Mais une chose est importante à noter, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du début des années 80, c'est la fin des opérateurs à votre service. Vous avez votre machine et vous vous débrouillez par vous-même. La plupart du temps, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de base de données, on me parle de ce tableau Excel. Et pourtant, les bases de données, c'est bien entendu beaucoup plus que ça. On parle de manipuler des données d'entrée, de sortie, voire des données intermédiaires. C'est un morceau de l'histoire qu'il est à présent important que nous regardions, avec un besoin d'optimiser finalement la donnée au traitement que l'on souhaite lui affliger. Et si on regarde ça de plus près, voilà, on peut revenir effectivement à 2025 et voir que cet outil du quotidien, voilà, il est aujourd'hui beaucoup plus démocratisé, bien entendu. À l'époque, hein, les premiers ordinateurs que j'évoquais tout à l'heure, ça coûte le prix d'un avion de ligne. Donc, évidemment, c'est pas à disposition pour tout le monde. Mais là, avec les mini et les micro-ordinateurs, on a de plus en plus la possibilité de stocker en mémoire des données, de les enregistrer dans des registres, de faire appel à ces registres pour utiliser ces données. Les mémoires sont de plus en plus capacitives, avec des disques durs internes, des disquettes externes. Votre système d'exploitation vous permet d'accéder à tout ce qui est mémorisé. Finalement, votre première base de données, c'est votre arborescence. Mais ce grand pouvoir exige de grandes responsabilités, comme on dit. Il vous revient de l'obligation de gérer, hein, ce capital. Et cette première base de données, celle que vous avez sur votre ordinateur, c'est vraiment aujourd'hui l'arborescence et c'est important de bien garder ça en tête. À partir de là, dans la deuxième partie de ce webinaire, on va venir regarder un petit peu ce qu'il en est des questions qui se posent quand on parle de ces données sur votre ordinateur, ou en tout cas des données de recherche qui sont la base de vos travaux, en regardant quelles sont ces données, pourquoi nous les collectons et comment nous les collectons. Alors, ces données, suivant la petite définition de Kishkin, finalement ces matériaux bruts qui sont produits dans l'abstraction du monde en catégories, mesures, représentations, symboles, chiffres, images, sons, ondes, qui constituent les fondations sur lesquelles l'information et le savoir sont créés. On retrouve ici les tableurs dont on parlait, mais bien entendu d'autres bases de données, des codes, des séries, des dictionnaires de données, des données géographiques qui vont aussi intéresser sans doute un certain nombre d'entre vous, dans des outils d'ailleurs de gestion et de traitement qui ont tous leurs spécificités. En pratique, ces données, donc c'est la base de vos recherches. Je me dois de rappeler qu'elles doivent être nécessaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les substituer à autre chose. Il s'agit de faire effectivement vos recherches. Elles doivent être factuelles, évidemment. On n'invente pas de données et on ne falsifie pas de données. Elles peuvent être autant qualitatives que quantitatives. Et puis surtout, si elles sont brutes, quand elles sont produites, la plupart du temps, on va dire qu'elles sont quand même dérivées, c'est-à-dire qu'elles dérivent de données déjà existantes qui vont être traitées, agrégées dans certains cas, ou en tout cas dérivées, c'est-à-dire modifiées par rapport à leur base brute, ne serait-ce que nettoyées d'un certain nombre de données bruitées. Suivant le niveau de traitement et de consolidation de ces données, on va parler de données de référence ou de données d'appui. Et c'est ces données-là, les données d'appui, qui vont être valorisées ensuite. On ne se limite pas généralement à un fichier ou à un type de données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de jeux de données qui se caractérise tout simplement par le fait que c'est un ensemble de données qui vont former un ensemble cohérent, un tout cohérent.
Vos données brutes, vos données dérivées, tout ce qui va être effectivement vont être données d'appui sont en général d'abord sur votre ordinateur ou sur des supports externes comme les disques durs ou les clés USB à l'heure actuelle. Je pense à tous ceux aussi qui gardent, comme je le fais, un bon vieux papier et crayon. Euh, Ça me permet effectivement d'enchaîner en disant que bah, finalement ces données, elles ont un problème. Et c'est pour ça, hein, le pourquoi, c'est les données perdues. Comme nos papiers et nos crayons, on a malheureusement tendance à ne plus trop savoir où on les met, à les laisser dans un tiroir, voire finalement à les jeter. C'est le cas de nos données qui sont dans 95% des cas fossilisées en quelques années seulement et pour des raisons multiples. D'abord des raisons effectivement matérielles, mais parfois des raisons liées aux données elles-mêmes, aux fichiers, à leur contenu, des données qui sont mal nommées, mal documentées, explicites, pas rangées. Enfin, tout ça conduit effectivement à une perte effectivement importante de données. C'est pour ça que bien gérer, c'est d'abord bien sécuriser ces données. Avec un peu de vocabulaire ici sur cette diapositive, le stockage, c'est l'enregistrement physique. Et comme on l'a vu, hein, l'enregistrement physique sur un support, ça ne suffit pas. Ce stockage n'est pas suffisant. Nous avons besoin de faire des sauvegardes. Et la sauvegarde, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est des duplicata sur d'autres supports physiques de ces mêmes données. Je passe vite sur l'archivage, qui n'existe aujourd'hui que dans de rares circonstances. C'est garantir que les informations dans ce cas-là sont accessibles, lisibles, utilisables sur le long terme. Et à noter, l'ouverture des données, on pourrait imaginer parfois hein, que c'est une forme d'archivage. Sachez que le périmètre et le temps restent limités hein, de sauvegarde pour ces données ouvertes. Donc on va plutôt le classifier dans les sauvegardes que dans l'archivage. À votre niveau individuel, s'il y avait une seule règle à retenir, c'est celle-ci, c'est la règle du 3-2-1, avec l'idée qu'il faut 3 sauvegardes de vos fichiers, mais sur au moins 2 supports différents, pour éviter bah, le fameux problème matériel, hein, mais aussi avec une copie à distance pour bah, faire en sorte que bah, toutes vos données ne soient pas dans la même boîte, de peur d'oublier où se trouve la boîte elle-même. Hein, voilà. Et puis le fait d'être à distance peut effectivement permettre éventuellement d'y accéder à distance tout autant. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette copie. Sécuriser, c'est bien. Mais c'est bien aussi de pouvoir les utiliser. Et donc, on ne va pas juste collecter pour le plaisir. À votre niveau individuel, si vous avez des données sur votre disque dur, vous avez un accès qui vous est réservé. Bien sûr, dans beaucoup de cas et pour beaucoup de raisons, garder ce trésor pour soi ne va pas favoriser votre recherche collective. Et encore une fois, l'informatique a été développée depuis longtemps pour permettre la collaboration, la coopération. Et donc, c'est là que des principes de réseau vont intervenir, vont jouer un rôle important, notamment dans la transmission des données. Alors, bien sûr, hein, on peut toujours transmettre des données de main à main ou par transfert numérique, mais je parle ici du concept de client-serveur qui est aujourd'hui le plus communément utilisé. Finalement, vous allez avoir 2 ordinateurs qui vont se parler, un qui va servir à entreposer une partie de ce dont vous avez besoin, notamment les données, mais on peut évidemment élargir le spectre aux logiciels, aux briques de logiciels, à tout autre sujet. L'idée, c'est de dissocier finalement les choses en permettant de paralléliser les opérations, et notamment pour la gestion de données, mettre des données sur un serveur à part, ça va permettre de maîtriser qui fait quoi, qui a accès à quoi, qui peut écrire, modifier des données ou pas, qui peut seulement évidemment y accéder et les lire. Tout ça est important avec une version finalement peut-être un peu plus ergonomique qui est celui des plateformes aujourd'hui où de, finalement d'une certaine façon vous englobez ça dans un logiciel avec une interface homme-machine ou machine-machine qui permet effectivement de rendre les choses un petit peu plus simples, notamment pour des gens qui ne sont pas forcément experts de l'informatique.
tout ça replacé dans notre schéma précédent, vous avez des plateformes pour stocker, mais vous avez aussi des plateformes, et on y viendra plus tard au troisième webinaire, pour diffuser et partager ces données. Je vous laisse constater notamment, hein, sur cette diapositive, que ces solutions collectives ont des avantages supplémentaires à celui de la sécurisation, mais elles peuvent aussi elles permettre effectivement à la fois de dupliquer et surtout de garantir l'intégrité de vos données, par notamment des accès et des contrôles qui sont beaucoup plus restreints, en tout cas beaucoup plus contrôlables. Et puis, il y a un point important, c'est l'usage collectif et adapté de ces données qui doivent être organisées. Il s'agit, dans un premier temps, de définir comment structurer les choses. Alors là, il n'y a pas de règle particulière, mais l'idée, hein, c'est de pouvoir choisir une arborescence en choisissant une manière effectivement, de les ranger, de les trier. Ça peut être par tâche, ça peut être par période, par campagne de collecte, etc., par thématique. Il n'y a pas de règle particulière. La meilleure règle, c'est celle qui finalement vous convient, hein, et convient à vos collaborateurs. Il s'agit aussi de nommer les fichiers. Souvent, on oublie que nommer les fichiers correctement est une première base effectivement, de bonne gestion de ces données, avec notamment la problématique du nom, qui doit être bref mais explicite. L'usage, ou justement le non-usage des espaces et des caractères spéciaux. Je pense aussi à l'utilisation éventuellement de normes ISO en termes de date, mais pas seulement, la mise en avant de ce qui est important, et puis le versionnage. Et sur le versionnage, j'aurais tendance à vous dire aujourd'hui qu'il est intéressant d'utiliser des gestionnaires de version, puisque voilà, encore une fois, quand on travaille collectivement, il s'agit de savoir à quelle version on en est, et c'est pas toujours évident de le faire de manière organisée sans avoir un outil à disposition pour cela. Enfin, identifier les formats, notamment s'ils sont ouverts ou fermés. On y reviendra, mais dans le webinaire prochain avec l'interopérabilité, encore une fois, vous devez garder en tête que tout le travail que vous faites sur les données, sur leur traitement, voilà, sur ces données d'appui et ces résultats valorisables ne le sont qu'à partir du moment où ces données elles vont pouvoir être utilisées par d'autres, reproduites par d'autres. Et pour cela, il faut qu'elles soient interopérables. Donc, vraiment, les formats doivent être, dans la majeure partie des cas, ouverts pour pouvoir permettre de faire les choses bien. Enfin, documenter est un petit point supplémentaire, mais aussi très très important, puisque un petit descriptif, un petit à lire, un petit fichier README avec quelques informations sur ce que vous avez fait, sur le contexte de collecte de ces données, quel traitement vous avez fait dessus, etc., quelle grandeur physique, quelle unité sont associées à ces données. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peut-être peuvent paraître anodines au moment où on fait ce travail, mais 2, 3 ans après, voilà, si vous avez mal décrit les choses, vous n'êtes pas toujours vous-même capable de savoir exactement quelles étaient les conditions. Et donc, je vous conseille de réaliser cette petite description. Bien, nos données sont rangées, elles sont prêtes à l'usage, mais on pourrait s'arrêter là, hein, si on voulait, mais nous manquerions encore une fois probablement le point essentiel qui est celui-là, celui de traiter et de manipuler ces données. Et donc il s'agit d'optimiser la manière avec laquelle on le fait, et notamment en le permettant aux machines de faire des choses automatiquement. Et c'est la raison pour laquelle en fait, on a depuis longtemps, depuis pratiquement les débuts de l'informatique, cherché à modéliser ces données, et pas simplement les hiérarchiser dans des arborescences, mais aussi faire en sorte qu'on puisse finalement ajouter quelques notions supplémentaires à cette gestion de données, notamment l'idée que il faut être capable de vérifier la qualité de ces données, qu'elles ne soient pas modifiées au cours du temps au travers des opérations que l'on fait dessus. Des notions de confidentialité aussi, avec l'idée que plus vous avez d'utilisateurs qui vont utiliser votre base de données, plus vous avez besoin de savoir qui fait quoi, qui a accès à quoi, etc. Et c'est
c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis le début de l'informatique, on a aussi travaillé sur des langages en capacité de répondre à cette problématique de gestion et notamment celui de guider finalement le stockage physique lui-même. Et c'est le cas de COBOL, un des premiers langages de programmation, qui est arrivé en parallèle de Fortran, pour ceux qui connaissent les langages de programmation. Dans les années 70, ces langages sont déjà un petit peu éloignés, hein, des langages machines primitifs. Et ces premières bases de données, bah, elles vont être par exemple ici, comme c'est montré sur ce graphe, sur ce schéma, pardon, sont des réseaux. Où finalement, bah, on va avoir bah, dans un cas une base de données avec des employés, dans l'autre des projets, dans le troisième des actions, des tâches, des works on records. Et l'idée d'une base de données en réseau, c'est de pouvoir effectivement faire lier finalement ces données les unes aux autres pour retrouver facilement qui travaille sur quoi. Euh, on va spécifier facilement ce que l'on recherche et optimiser la manière avec laquelle on le recherche. Et alors, du coup, c'est pour ça que l'algèbre, encore une fois, un autre type d'algèbre, l'algèbre relationnelle, va devenir quelque part le langage le plus utilisé en la matière avec deux mathématiciens, chercheurs des années 70-80 qui ont révolutionné cette science et à qui on doit notamment le langage de requête SQL, qui est encore aujourd'hui celui qui est le plus utilisé sur des bases de données. Bases de données qui, comme vous pouvez le voir ici, bah, vont finalement permettre aisément de manipuler des données avec des liens existants entre tables, attributs et des clés liant les unes avec les autres, permettant en quelques requêtes très faciles de retrouver des données que nous ne pourrions pas retrouver avec un tableau Excel classique. Du moins, donc tous les logiciels aujourd'hui fonctionnent avec des bases de données qui sont optimisées comme celle que je viens de montrer. Mais bon, évidemment, il en existe maintenant beaucoup de typologies. Je pense aux modèles objets, aux objets relationnels, aux vecteurs qui sont de plus en plus, de plus en plus le vent en poupe pour notamment des applications d'apprentissage automatique. Les graphes que je montre ici, avec donc des bases qui vont être un petit peu différentes, avec des formes euh, et des avantages un petit peu différents, et une manière de requêter qui est un petit peu différente. Je le montre parce que c'est une des choses sur lesquelles notamment est basé le web, et vous avez sans doute entendu parler de web sémantique. Aujourd'hui, on arrive à retrouver des informations sur le web de manière très très optimisé en utilisant notamment des ontologies, en tout cas du vocabulaire contrôlé. C'est des choses que nous reverrons dans le troisième webinaire consacré au partage des données sur des entrepôts. Tout ça a bien entendu évolué vers plus d'interopérabilité, plus d'universalité, toujours et toujours. On le reverra au prochain webinaire, mais donc voilà, vous avez finalement une convergence vers des standards qui ont fait l'objet de beaucoup de développements ces dernières années et qui ont fait encore à l'heure actuelle. Bref, en 2025 donc, vous produisez des données, vous avez un téraoctet à disposition sur votre poste, vous avez d'autres données qui vont être stockées physiquement à droite à gauche sur des serveurs ou sur des plateformes, comme on vient de le voir, mais tout ça, toutes ces données, qu'elles soient choisies, optimisées dans des bases de données, est-ce que pour autant c'est suffisant? Bah, la réponse est non. Vous avez des données en commun avec vos collègues et parfois dans vos labos, bah, vous allez avoir besoin d'utiliser des serveurs au pluriel. Euh, et ces derniers, bah, depuis quelques années, depuis je dirais, le début des années 2000, bah, ils sont de plus en plus reliés à des réseaux publics, locaux, universitaires, académiques,
voilà, schématisé ici avec des liens entre ces serveurs. Si je prends l'exemple du laboratoire ISTER sur le campus universitaire à Grenoble et à Chambéry, on va parler ici d'un laboratoire de plus de 350 personnes, hein, vraiment un gros labo avec des équipes multidisciplinaires, avec des données autant de chimie, de géochimie et pourvoyeuses d'images volumineuses, que de sismologie, voilà, avec des données beaucoup plus légères, mais en plus grand nombre. En 2021, le besoin estimé par les gens chez Ister, c'était 1,5 pétaoctets. Donc finalement, près de 5 à 10 fois plus que ce qui était disponible sur les salles de serveurs du laboratoire. Cette exigence-là, c'est une tendance que vous avez qui est concrète dans l'ensemble des labos aujourd'hui, avec une question de savoir finalement comment on mutualise, comment on remplace ces salles de serveurs qui sont, voilà, qui prennent de la place, et on sait aussi la problématique des locaux, et avec aussi la problématique des compétences techniques nécessaires pour faire tourner tout ça. Et donc la dernière décennie, si je schématise de manière un peu rapide, ça a été une décennie, on a vu une démultiplication de plus en plus d'une centralisation de ces données dans des data centers. Les data centers, ce n'est pas que les GAFAM, c'est aussi voilà, les universités, les institutions, les services publics, aussi des data centers utilisés évidemment par des entreprises privées. Tout ça, c'est des chiffres très impressionnants. Aujourd'hui, on a plus de 3000 infrastructures à l'échelle européenne. Et puis les GAFAM qui vont être un peu particuliers parce que voilà, on parle d'hyperscale, parce qu'on a des structures où finalement on vient mettre dans le nuage, dans le cloud, plus que les données, pas simplement les données, mais aussi un certain nombre de services, de logiciels et de capacités de calcul. La réponse publique à ça, académique, notamment à Grenoble, l'exemple que je donne, il est grenoblois, c'est la suivante, ça va être de mettre finalement en réseau ces data centers, de proposer aux labos, aux chercheurs, aux universités des solutions de stockage mutualisées avec des serveurs qui vont être dotés de mémoire, entre guillemets, je fais vite, mais rapide ou plus capacitive. Aussi l'accès à des machines virtuelles, c'est-à-dire on vient finalement mutualiser les postes eux-mêmes. Et puis, voilà, si je prends l'exemple de Ister, pour aller au bout de cette logique, voilà, aujourd'hui, vous avez un laboratoire qui va pouvoir bénéficier à la fois d'une grande capacité mémoire pour des données chaudes, qui vont être utilisées finalement très souvent et optimisées dans la transmission, dans la vitesse de transmission et la vitesse de calcul, et puis d'autres données qu'on va appeler froides, qui ont plus une vocation de sauvegarde. Et comme vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes volumes. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est le nerf de la guerre. On a aussi besoin de savoir hiérarchiser entre ces types de données. Des solutions pour la recherche ou l'enseignement, il y en a d'autres. Ça ne s'arrête pas effectivement aux solutions de stockage. Il y a aussi évidemment des solutions d'outils mutualisés pour travailler, pour faire des calculs intensifs, pour aussi faire de la fouille de données massive ou de la forge logicielle. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, tout ça, c'est des choses que vous connaissez peut-être et sur lesquelles, évidemment, il y a énormément de solutions aujourd'hui qui sont apportées. Et puis, voilà, je voudrais évoquer quand même l'aspect national avec des infrastructures aussi qui se sont mises en place ces dernières années. Je parle notamment pour ce qui est des sciences de la Terre et de l'infrastructure Dataterra, qui a des pôles de données thématiques spécifiques, c'est pour les données de télédétection notamment, mais vous avez des données qui vont être réparties dans différents pôles, suivant effectivement les disciplines. C'est cette infrastructure donc, qui a quelques années. Aujourd'hui, elle va en tout cas en parallèle d'autres types de projets, notamment, je pense à Terraforma, sur lequel un certain nombre de gens dans le PEPR Faire Carbone travaillent, qui est plus orienté sur l'innovation en termes de collecte, notamment des capteurs innovants. Et puis au niveau national, pour faire simple, vous avez depuis peu Gaia Data, qui est un projet qui vise finalement à rassembler finalement des expertises
une infrastructure encore plus grosse, mais qui a vocation à la fois à intégrer, à mutualiser des efforts, mais aussi proposer de nouveaux services. Donc voilà, c'est des choses qui sont nouvelles, mais sur lesquelles beaucoup de chercheurs vont pouvoir s'appuyer dans les années à venir. Et enfin, on en parlera dans le troisième webinaire, aussi des choses qui se sont structurées en termes d'accompagnement à l'ouverture des données, notamment avec Recherche DataGouv, que désormais tout le monde connaît, mais aussi je dirais des supports plus d'animation et d'accompagnement, notamment avec les ateliers de la donnée que vous retrouvez finalement dans pratiquement l'ensemble des universités, des grandes universités françaises, où les ateliers de la donnée, finalement, c'est des compétences des gens de différents labos, de différentes institutions, tutelles, etc., qui se mettent ensemble pour former finalement une proposition de support, de conseil sur ces questions de données. Et de fait, je partage et je m'associe personnellement à ce travail. Enfin, tout ça, il y a ça donne beaucoup de raisons, hein, comme on l'a vu, de gérer ces données, mais face à ces choix, il faut évidemment se poser un certain nombre de questions. On a vu, hein, quoi, comment, mais surtout le faire de manière collective. Et donc, vous avez là le petit schéma du cycle de vie des données. Cette planification, elle va engendrer des questions comme est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on a besoin pour nos recherches? Est-ce que ces données sont existantes? Est-ce qu'il faut les produire ou pas? Comment? Est-ce qu'on a un lieu de stockage? Est-ce qu'on n'en a pas? C'est voilà, des questions qui se posent toujours. Et quel traitement on va leur faire subir? C'est voilà, c'est tout ça qui nécessite d'être planifié. C'est pour ça qu'on va parler de plan de gestion de données, puisqu'aujourd'hui, finalement, c'est ces plans de gestion de données qui sont je dirais l'aboutissement de cette réflexion. Et tout ça, c'est pour ne pas réinventer ce qui existe déjà. Des données qui sont réutilisées plutôt que produites, ça coûte moins cher. Rien n'est dématérialisé, hein, je le disais en introduction. On va pouvoir anticiper aussi les volumétries, la robustesse, la criticité de ces données, l'intégrité de ces données. C'est vraiment important. Encore une fois, il y a beaucoup de projets, malheureusement, qui passent parfois à côté de ces problématiques et qui peuvent avoir des désagréments ensuite. Et puis surtout, ça permet aussi d'assurer les financements. Mieux on décrit ce dont on a besoin, plus nos institutions, nos tutelles seront en mesure d'entendre le besoin de financement de de ces infrastructures, mais aussi le besoin de financer des gens pour pouvoir gérer et des compétences pour pouvoir le faire. Bien entendu, ne pas perdre ces données est essentiel. On verra dans le troisième webinaire l'enjeu d'archivage et d'ouverture, mais donc je vais terminer en tout cas sur cette question du plan de gestion de données avec plein de questions qui se posent et qui vont se poser de manière différente qu'on soit positionné de la fenêtre de l'institution ou de votre fenêtre individuelle. Pour l'institution, il s'agit d'abord de récolter des infos pour mieux accompagner et mieux anticiper justement ces ressources, ces infrastructures mutualisées. Pour vous, donc l'institution, pardon, pour l'institution, c'est ça, c'est recenser les futurs, le futur et les besoins. Pour vous, collectivement, dans votre projet, c'est d'abord effectivement de vous poser la question avec vos partenaires de qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce que les données sont sensibles? Est-ce qu'elles ont besoin d'un traitement particulier? Est-ce qu'il y a un code déontologique à respecter, etc. Et puis enfin, pour conclure, vous-même, ces questions, vous avez besoin de vous les poser parce que ces données consolidées, partagées, vous allez les rendre accessibles ensuite à d'autres chercheurs et finalement, mieux elles sont gérées dès le départ, mieux elles seront valorisées par la suite. Mais on en parlera au troisième webinaire puisque celui-ci sera consacré à l'ouverture des données, mais on reviendra sur l'histoire des logiciels, évidemment, sur les réglementations aussi en la matière, et puis sur les outils d'ouverture, notamment la question des entrepôts de données, qui sont des plateformes spécifiquement dédiées à ce partage. Voilà, et nous y reviendrons donc le mois prochain. Je vous remercie de votre écoute. Sachez que voilà, être serein avec vos données, c'est important, et que ça évolue dans le temps. Donc, voilà, faut garder un œil ouvert sur ces questions. Et puis, je suis évidemment à votre disposition pour toute question. Merci.
Merci Jérôme. Euh, alors, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions euh, dans l'assistance. Il y avait. euh, alors, Joséphine, c'était des applaudissements et pas une main levée. Je ne maîtrise pas encore bien. Mais voilà. Donc, sinon, moi, je peux poser une. Ah, Patricia, vas-y. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, mais peut-être que ce sera l'objet du prochain webinaire, les différences entre ce recherche DataGouv, DataTerra, Gaia Data? C'est bien à chaque fois des entrepôts, enfin des endroits de stockage, mais qui n'ont pas, qui sont un peu thématiques parfois et pas. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre ces infrastructures? Oui, merci Patricia pour ta question. Euh, D'abord, désolé, je me rends compte que j'ai été beaucoup plus long que prévu. Euh, pour ce qui est de ces outils, de ces plateformes, vous avez, enfin, il y a vraiment différents objectifs. Recherche DataGouv, on parle d'un entrepôt de données, où là, le chercheur, comme c'est le cas pour l'archive HAL, qui va aujourd'hui récolter les publications scientifiques éventuellement des communications qui sont faites. Voilà, on va valoriser un poster, on va valoriser une présentation, on va valoriser un article scientifique. Dans le cadre de recherche DataGouv, vous allez valoriser les données. Donc là, vous allez déposer les données que vous allez remplir un formulaire pour finalement décrire ces données, décrire leur usage et leur vocation. Les data Terra, on parle d'une infrastructure nationale. Derrière, il y a voilà, encore là aussi du monde qui vont chercher finalement à mutualiser des efforts qui sont faits dans d'autres infrastructures de recherche, typiquement l'observation de long terme. Tu peux avoir des sites d'observation, des données liées à telle ou telle discipline qui vont être finalement cataloguées et centralisées dans leur manière d'être visibles, et d'être accessibles au travers effectivement d'un pôle donné. Si tu vas sur le site web du pôle donné, tu vas pouvoir accéder aux données, mais sans forcément directement t'adresser à l'observatoire ou au site d'observation lui-même. Mais voilà, l'objectif, c'était de mutualiser, de rendre les choses beaucoup plus centralisées, enfin, beaucoup plus simples à partager, puis surtout, surtout avec un objectif de sauvegarde aussi. C'est-à-dire que si c'est stocké quelque part, il s'agit notamment au niveau national de consolider les données, de vérifier leur qualité et de les mettre à disposition au travers de ces sauvegardes. Et Gaia Data, bah, c'est voilà, un certain nombre de services, de traitement, d'usage de ces données en plus qui viennent se rajouter avec voilà, aujourd'hui beaucoup de développements qui vont être associés à cette infrastructure-là qui est nouvelle, hein. On est sur quelque chose qui se met en place. Euh, alors, je sais pas s'il y a une autre question. Moi, j'avais une question. Alors, ça appelle pas forcément de réponse. C'est plutôt quel est ton sentiment dessus? C'est-à-dire, donc tu as montré, c'était très intéressant, donc les données à travers l'histoire et de voir que ça vient de loin et qu'il y a eu des révolutions à différents siècles, différentes décennies. Mais par contre, le plan de gestion des données, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que la première fois, moi, que, que j'ai, enfin bon, voilà, j'ai répondu à un appel d'offres, j'ai été financé et on devait faire un plan de gestion des données, ça devait être en 2021 ou en 2022. Et alors du coup, est-ce que c'est parce que avant je t'ai pas averti, ça n'existait pas et donc pourquoi cette émergence maintenant? Alors voilà, c'est peut-être plus ton sentiment qu'une réponse stricte hein, sur cette question. Oui, je ne me permettrai pas effectivement d'avoir une réponse catégorique et finale sur ce genre de questions, mais je t'accorde effectivement le fait que ça émerge de manière assez récente. Je pense que c'est dans la même logique finalement des institutions de vouloir anticiper mieux les besoins et aussi pour pousser finalement les chercheurs à mieux gérer leurs données. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire un plan de gestion pour se poser des questions
Et passer par là, dubitablement, ça permet aux gens finalement de s'auto-former petit à petit à la chose, mais ça permet d'initier en tout cas quelque chose. Après, le fait que ce soit rendu plus ou moins obligatoire par rapport à un certain nombre de financeurs qui le demandent, je pense à l'ANR effectivement qui demande à ce qu'il y ait un plan de gestion de données qui soit associé au projet dès son début et puis un rendu à la fin. Voilà, c'est des choses qui sont des processus incitatoires très forts, mais qui, dans un certain nombre de cas, me semble-t-il, aujourd'hui, ne sont pas forcément considérés par l'institution je dirais, au maximum de ce que ça pourrait être. Je pense il y a besoin d'animer, il y a besoin encore une fois d'humain derrière. Si tu laisses les projets face à des PGD, face à l'obligation de faire un PGD, souvent ça tourne mal parce que c'est le porteur du projet qui est amené à le faire tout seul. Les chercheurs, chercheuses, c'est pas vraiment au cœur de leur sujet de départ, donc ils s'y désintéressent assez vite. Voilà, c'est mon opinion, c'est comme ça que je vois aujourd'hui les choses, mais ça évolue. Et heureusement, en fait, les gens qui passent petit à petit au travers de cette obligation-là de faire un PGD, ils se rendent compte que ça peut effectivement avoir un intérêt pour leur projet, ça peut permettre de mieux gérer. C'est pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Là, aujourd'hui, notre heure passée ensemble sur cette gestion de données, c'est une première étape pour se sensibiliser à ces questions. Et je pense que à terme, comme c'est nouveau et que les plans de gestion de données ne sont pas encore aujourd'hui massivement produits par les projets, en tout cas massivement et convenablement, avec un contenu de qualité, ça ne permet pas à nos institutions de faire ce travail d'anticipation et je dirais, de mutualisation des besoins. Mais plus on va avancer, plus ce sera le cas. Et le retour de l'institution qui devrait prendre en compte effectivement ces besoins, sans doute permettra aussi aux chercheurs de voir que finalement faire un plan de gestion de données, ça peut être utile à quelque chose. Et ça passe aussi, je ne l'ai pas dit, mais par une forme d'interopérabilité du plan de gestion de données lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que les machines soient elles aussi en capacité d'utiliser ces plans de gestion de données, de les traiter, de les analyser pour en sortir quelque chose, en tout cas une information utile à la fois à l'institution et puis au projet de recherche en tant que tel. Donc ça, c'est toutes des questions de développement et de recherche qui sont en cours mais qui vont avancer avec le temps et qui finiront par être plus efficaces en termes, effectivement, à mon avis, de retour ou d'impact. Mais on est au début. On est au début. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, Moi, bon, j'en ai une petite dernière. T'as pas parlé d'Opidor, qui est un outil qui peut être pratique pour les plans de gestion des données. Et voilà, est-ce que tu penses que c'est un bon outil? Est-ce que tu penses qu'il faut utiliser une alternative? Je m'excuse, je m'excuse auprès d'eux s'ils voient cette vidéo un jour ou l'autre. C'est effectivement, enfin, c'est dans la ligne de ce que je viens d'évoquer à ta précédente question. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on ait besoin de plans de gestion qui soient aussi finalement tous sur le même modèle, encore une fois, interopérables. Et donc DMP Opidor, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil logiciel, une plateforme qui est développé par les institutions, c'est l'INIST qui était à l'origine de ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qui, depuis quelques années, effectivement, permet de faciliter la création et la collaboration, enfin l'écriture collaborative de ces plans de gestion de données pour les projets, donc avec un outil qui est DMP Opidor, qui d'ailleurs a été, enfin, dans sa version la plus récente 2024, est beaucoup plus ergonomique qu'à ses débuts. Et donc aujourd'hui, vraiment, on a un outil qui est intéressant pour se faire, hein, pour construire des plans de gestion de données, avec un intérêt, c'est que ces plans de gestion de données qui sont issus de DMP Opidor, encore une fois, sont
là pour le coup de plus en plus interopérables et opérables par des machines derrière. Donc ça n'existe pas encore, hein, le traitement automatisé de tous ces PGD, mais c'est l'aboutissement à terme, c'est ça, c'est de permettre finalement de massifier avec l'ensemble des PGD une capacité à en faire finalement en sortir une information, une substantifique moelle des besoins en termes de stockage, de sauvegarde, de logiciels, de développement numérique pour la recherche. Tout à fait. Donc désolé effectivement d'avoir manqué de les citer, mais évidemment pour les PGD, ils sont incontournables et je vous conseille effectivement de vous rapprocher de DMP ou PIDOR si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Ok, merci Jérôme. Alors, je ne sais pas s'il y a une une dernière question. Euh, Sinon, moi, j'en ai une toute petite, je peux pas m'empêcher. Pourquoi il faut pas d'espace dans les noms de fichiers? Parce que moi, du coup, je mets un très bas parce qu'on m'a appris comme ça, mais je sais pas pourquoi. Je fais ça depuis 20 ans. Je ne voudrais pas dire de bêtises, peut-être que certaines personnes ici sont plus calées que moi, mais c'est aussi pour une question de traitement, de données, de traitement de fichiers. Euh, les espaces sont parfois sont mal interprétés. Typiquement, si tu fais une lecture automatique du nom de tes fichiers sur ton arborescence, s'il y a des espaces, au lieu de prendre un fichier, il va t'en prendre plusieurs, chacun des mots les uns après les autres. Donc l'idée d'avoir aucun espace et de mettre par exemple un underscore effectivement entre les mots, ça permet de vraiment spécifier le nom du fichier tout entier avec son extension derrière. Enfin voilà, que ce soit un seul motif, une seule entité, plutôt que plusieurs entités successives. Je Ouais, confirme merci que Jérôme. sous R, Oui, Joséphine. ça peut être très casse-pied d'avoir des espaces, même dans les noms de colonnes et tout. Voilà. Ça rend tout compliqué. Merci. Ok, bah, je sais pas si vous avez d'autres questions. Bah, merci Jérôme hein, pour ce deuxième webinaire qui est enregistré, donc qui sera aussi visible sur sur le site du programme. Et donc, on va se retrouver enfin, on va se retrouver avant cela, mais sous ce format webinaire. Donc, il y aura un troisième webinaire au mois de juin, 3 euh, juin, le 3 Le juin mardi 3 juin, c'est qui, ça, qui sera, à voilà. 14 heures à nouveau. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nouveau à vous inscrire, comme c'était le cas aujourd'hui. Voilà, c'est facile. Et puis si vous n'êtes pas disponible, bien entendu, vous retrouvez à nouveau la vidéo enregistrée et disponible en replay. Et puis, pour les appuis pour les PGD, vous pouvez contacter aussi directement Jérôme. Voilà. Voilà, bah, merci à tous. Merci beaucoup, Jérôme, Merci à vous. et à tous.